Il y a quelque temps, ce village de la région de Zaporijia était paisible, mais il est désormais considéré comme une zone grise, c'est-à-dire ni entièrement sous contrôle ukrainien, ni entièrement sous contrôle russe. Nous sommes arrivés ici pour passer une dizaine de jours, le temps d'une rotation, avec l'unité de drones Raffinad, qui appartient au 1er régiment d'assaut. Notre objectif est de documenter les combats et ce qui se passe ici avec l'offensive russe et la contre-offensive ukrainienne. Quel bon chien. Le village. Je n'en avais jamais entendu parler et je n'en aurais probablement jamais entendu parler sans ce travail. Il y a des centaines de villages comme celui-ci le long de la ligne de front, avec la même atmosphère étrange et abandonnée, mais ici c'est différent, peut-être parce que c'est encore tout frais. Quelques maisons sont encore intactes. Fin 2025, les forces russes ont lancé une offensive majeure vers Gouliaï-Polier, progressant lentement mais sûrement vers cette zone. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il devienne possible de les affronter directement. C'est précisément ce qui est arrivé à cette équipe. Nous avons décollé et commencé à voler, mais un fort vent de face s'est levé. Mon matrice a commencé à dériver et est passée en mode ATTI. La connexion a été perdue et il a été projeté sur une rue voisine. On était détendus, on n'a même pas mis d'armure. On avait pris des armes au cas où parce qu'on ne sait jamais. Un drone FPV pourrait apparaître. Nous sommes entrés dans la cour. J'ai vu mon matrice posée là, dans le jardin. Parfait, comme s'il nous attendait. Nous sommes rentrés dans la maison pour attendre que la menace des drones FPV se dissipe avant de récupérer le nôtre et de partir. On s'est réfugiés sous le toit pour fumer. On ne voulait pas entrer et déranger qui que ce soit. Nos gars pouvaient être là. Puis je me suis dit, bon, je vais peut-être aller les rejoindre. J'entre et là, il y a un type adossé au mur. Ma première pensée, merde, un Russe. Puis il recule, l'air tellement détendu. Je me dis, tiens, peut-être que c'est l'un des nôtres. Il était habillé tout en blanc, alors c'était difficile à dire. Je lui demande, « Hé mec, c'est quoi ça sous ton camouflage d'hiver ?» Il le soulève, et voilà. On a tout de suite compris, c'était un Russe. Je lui ai demandé, « Vous êtes combien ?» Il a répondu, « 2. Où est le deuxième ? Malade, à la cave. Où sont vos armes ? À la cave aussi. On entre en courant, essoufflé, survolté. « Mec, on t'a ramené un Russe. » Il ouvre la porte, figé comme... Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ensuite, on se prépare et on retourne en chercher un autre. On arrive et je sens déjà l'odeur. On ouvre les portes, le sous-sol est ouvert et une épaisse fumée s'en échappe. Et là, il y a leur camouflage anti-drone russe et le multicam. On crie, sors, silence. Sors ou on va lancer une grenade. Alors d'accord, je me rends. Et c'est comme ça qu'on a eu le deuxième. C'était vraiment deux crétins, des planteurs de drapeaux. Le déploiement de drapeaux est une technique russe couramment utilisée pour donner l'illusion du contrôle. Le fait de hisser des drapeaux dans des zones supposément conquises communique un succès au haut commandement. Ils devaient déployer leur drapeau près d'un véhicule, comme s'ils avaient pris le village. Un drone devait filmer la scène en plan large, montrant le village et le drapeau. Il s'agissait en fait d'une mise en scène à des fins de propagande. Ils attendaient le moment opportun et 2 autres hommes devaient les rejoindre. Nous remercions l'équipage du Raffinad Nous remercions l'équipage du Raffinad d'avoir préservé notre santé d'avoir préservé notre santé et leur souhaitons le même succès dans ses projets futurs. et leur souhaitons le même succès dans ses projets futurs.
Normalement, des équipages comme celui-ci repèrent les Russes à au moins 10, 15, voire 20 km de distance. Mais les tactiques d'infiltration russes sont d'une redoutable efficacité. Sur 10 soldats qui osent se faufiler entre les drones, les mines et l'infanterie, seuls 2 parviennent à passer. Puis, dans le groupe suivant, 2 autres réussissent. C'est ainsi que l'on se retrouve à voir ce genre de cas de plus en plus souvent. Celui-ci s'est bien terminé, presque miraculeusement. Franchement, ce n'était pas du courage. C'était plutôt de la bêtise. Nous étions simplement au bon endroit au bon moment. Et ils se sont trompés. Un trophée. Je l'adore. Je l'ai déjà équipé moi-même et je l'ai un peu utilisé. J'y ai mis un chargeur RPK de 45 cartouches et j'ai ajouté une poignée. Il est déchargé. AK-12, 3e génération, modèle 2023. Notre stratégie repose sur la reconnaissance d'artillerie, c'est pourquoi nous travaillons rarement avec l'infanterie. Nous ciblons principalement l'artillerie et les lignes logistiques. Si vous coupez les lignes logistiques, l'artillerie devient inopérante. Si vous détruisez l'artillerie, les lignes logistiques deviennent inutiles. C'est ainsi que l'on nettoie une zone. On peut dire que vous couvrez partiellement les travaux de contre-batterie. Exactement. Et cela fonctionne mieux que l'artillerie contre l'artillerie. La plupart des frappes sont désormais effectuées à l'aide de drones radiocommandés. Nous développons cette approche afin d'atteindre des zones plus reculées à l'arrière des lignes ennemies. On pense actuellement que les drones équipés de fibres optiques dominent le champ de bataille. Nous avons déjà expliqué leur fonctionnement dans notre rapport sur le bataillon Signium. Mais Rafinad dépend principalement des communications radio. Et ici, à Zaporizhia, cela prend tout son sens. Hier soir, alors que nous préparions le drone pour un autre vol, un drone russe a survolé notre position de très près et s'est écrasé dans un champ voisin. Molnia. Elle est tombée. Et aujourd'hui, c'est le lendemain. Il est assez tôt. Je pense que ça se voit à mon expression. On veut quitter les lieux et explorer un peu, voir de quel type de drone il s'agissait et quelles munitions il transportait. Nous avons ici ce genre de passage lorsqu'on arrive en voiture où il faut traverser des champs à découvert. Dans le Donbass, on peut se déplacer entre les rangées d'arbres. Ici, il faut parfois parcourir 1,5 km en voiture ou à pied à découvert. Si on est repéré, on est pris au piège dans une zone de mort sans aucun endroit où se cacher. Est-ce une bombe? Regarde bien, frère. Eh bien, si c'était une bombe, elle n'a pas explosé. Je ne vois aucun fil électrique. Bon, c'est une bombe. Oui, c'est une bombe russe, Une bombe avec une goupille. effrayant. Vous êtes des imbéciles ou quoi? Quelque chose d'autre sous l'aile, tu vois? Ce sont les moteurs. Qu'y a-t-il sous l'aile gauche? Ce sont les moteurs. Ce sera notre bombe. Est-il lourd? Non, je le porterai. Je le prendrai? Oui, merci. Voilà ce que je veux dire. Si un drone ennemi fonce sur moi, je devrais courir 500 mètres de plus. Et je ne le ferai certainement pas.
Le terrain est plat, l'horizon est dégagé et le signal est excellent. Grâce à ces conditions, nous n'avons pratiquement aucun problème de guerre électronique. Nous pouvons donc voler à basse altitude et cela fonctionne parfaitement. Regarde dans les arbres. Comment faire exploser? Clique sur le bouton 7. C'est exact, juste là. Truc de fou. Voici l'équipe. Grim, le pilote, Gorinich, le navigateur, Toresh, le pilote relais. Et DJ est le petit nouveau, c'est son premier déploiement en première ligne. Pour Grim aussi, ses missions de combat sont relativement nouvelles. Dans le civil, il était photographe, mais avec le début de l'invasion à grande échelle, il a rejoint l'unité des loups Da Vinci pour servir comme fantassin. Dans l'infanterie, j'avais toujours un appareil photo dans mon équipement. Le premier, un Olympus 70G. Je l'avais acheté moi-même. Je prenais sans cesse des photos de mes frères d'armes. Voici la première photo de mon camarade tombé au combat, mon meilleur ami, indicatif Golem. Je l'ai prise dans une tranchée. Pour toutes ces photos, j'étais transi de froid dans la tranchée à ce moment-là. Cette série date de Bakhmut. À l'époque, nous tenions la route de la survie avec les loups Da Vinci. Les photos de cette tranchée de ce jour-là sont mes préférées. Dans les airs, on voit des Russes, des tas. Ils courent, conduisent, construisent et creusent comme des termites. Leur nombre est intimidant. Ils semblent interminables. Ce qui nous aide à les gérer, ce sont nos munitions. Des pesticides, de toutes sortes, de formes et de tailles différentes. Même la bombe qu'on vient de trouver sera renvoyée en quelques minutes. Un ping-pong ukrainien. Dis-moi ce que tu fais. Je vais fabriquer ma propre bombe à partir d'une bombe russe et la leur renvoyer. Ça devrait être amusant. Enfin, on verra bien. Voici donc la pièce où nous passons la plupart de notre temps. C'est la zone de travail des gars. Ils pilotent les drones d'ici. Et nous aussi, nous dormons ici, car c'est la seule pièce chauffée. L'abri lui-même est probablement le plus grand que j'ai jamais vu. Apparemment, c'était un poste de commandement pour une toute autre unité. Mais comme la ligne de front s'est rapprochée, il sert maintenant de position EFPV pour les gars. Cette pièce a aussi une double fonction. DJI et Gorinich préparent les drones pour leur dernier vol. Nous avons également un coin cuisine. Et en bas, il y a notre nouvel ami. Je l'appelle Zeus. Il est très mignon. Juste ici, dans cette pièce et dans le couloir, se trouve le dépôt de munitions. Et à gauche, il y a la pièce où étaient détenus les prisonniers de guerre, les Russes capturés. Ils y sont restés un certain temps. On voit encore les rubans rouges qu'ils utilisent en première ligne. Ici, on a de plus en plus de munitions. En fait, il y en a énormément et il y a encore plus de place là-haut, mais je ne veux pas vous le montrer, car ce sont des toilettes. On utilise des sacs et des bouteilles en plastique pour faire nos besoins, surtout la nuit, car vous ne voulez surtout pas être une zone de chaleur visible sur les visières thermiques russes. Voilà.
Nous avons atteint la moitié de notre déploiement ici. C'est déjà la plus longue période que j'ai passée sur des positions de combat, et encore plus longtemps en zone grise. Que dire de plus? Comme vous le voyez, le soleil brille, c'est le début du printemps, et on a envie de sortir, de faire le plein de vitamine D, mais on en a rarement l'occasion à cause de la menace des drones. C'est ce que vous entendez en ce moment, et tout simplement à cause de l'énorme quantité de travail que ces gars-là accomplissent. Il y a une icône là, comme pour les départs, tu comprends? En ce qui concerne le travail de l'unité, il y a beaucoup de hauts et de bas. Incroyable. Va te faire foutre. Il vient de la frapper. Il y avait des bons jours et des jours médiocres. Je suis encore assez impressionné par les distances qu'ils parviennent à couvrir avec leurs drones et FPV radiocommandés, mais il reste encore beaucoup de problèmes. Le terrain et le vent peuvent jouer en notre faveur ou en notre défaveur. Dans certains cas, les munitions peuvent ne pas exploser. Malgré tout, ils ont réussi à infliger de lourds dégâts pendant cette période. On observe également une activité accrue des Russes dans les villages survolés. Pour Grim et son équipe, il s'agit maintenant de déterminer précisément le calendrier des opérations logistiques, des rotations de troupes et des livraisons de ravitaillement afin de finalement les rattraper. C'est ce que nous allons examiner au cours des prochains jours. On est foutus ici. Allons-y. Entrons plutôt dans une maison. Il s'agit donc en gros de notre test mental, car nous devons passer tout notre temps dans l'abri. Et ici, sous le boîtier, se trouve un système de guerre électronique modulaire. Nous avons pris position ici en décembre. L'ambiance était très tendue. Beaucoup de matériel, beaucoup d'artillerie. Vers la fin décembre et début janvier, des salauds ont commencé à apparaître ici. Excusez mon langage. Pendant le vol, ils marchaient tranquillement, complètement détendus. Puis on passait au-dessus d'eux et un type s'arrêtait et levait les yeux, l'air de dire « drone ». Nous les avons interceptés, ils sont arrivés, nous leur avons lancé des projectiles, ils ont progressé, mais ils étaient déjà touchés. L'île de Pierre, russe. Comment la situation sonore a-t-elle évolué ? À en juger par le bruit, l'artillerie a commencé à moins fonctionner et il y avait moins d'optiques ici. Dieu merci. Parfois, c'est très calme ici. En général, on a vraiment l'impression que les Russes se sont repoussés depuis un certain temps. Un caméraman, un homme, une machine. Ouais, c'est comme ça qu'on travaille maintenant. Enfin... Le véhicule terrestre sans pilote à l'intérieur. C'est un vrai désastre. Frère, j'ai trouvé 2 mines anti-chars. On les prend. On n'est pas venus ici pour rien. Mais c'est plutôt cool, en fait.
J'espère que tout va bien. On pourrait même les lancer. On pourrait même essayer de voler avec une grosse mine anti-char, pas juste un morceau. Je n'ai vraiment pas aimé me promener avec un appareil photo près des positions. Frère, dis-leur, à leur retour, de ne diffuser ces images nulle part pour l'instant. Ils rôdent dans le village, filment tout. Et s'ils reviennent, ils les publient. Alors, s'ils découvrent que des journalistes étaient dans le village et filmaient, ils nous bombarderont tous et raseront la surface de la Terre. C'est devenu plus amusant quand on est sorti, qu'on a pris l'air, le soleil brillait. Le seul bruit qui s'est fait entendre, c'était ceux des vampires et des drones FPV. Ces 2 derniers jours, le vent s'est levé avec une force incroyable, dépassant les 10 mètres par seconde. Mais le principal problème, c'est sa direction. Il souffle droit sur nous, ce qui complique énormément la tâche de Grim et de son équipe pour atteindre leurs cibles et les approcher. De plus, les drones de reconnaissance ukrainiens sont eux aussi incapables d'atteindre les zones d'intérêt. Le travail est donc fortement ralenti. Parallèlement, pour les drones russes et leurs pilotes, il est devenu beaucoup plus facile d'atteindre les positions arrière ukrainiennes. Habituellement, en fin de journée, nous recevons les statistiques du nombre de drones russes ayant atterri dans notre zone. Or, ces 2 derniers jours, ce nombre est passé de quelques dizaines à plus d'une centaine de drones FPV. La guerre n'est pas toujours synonyme d'action. En 2026, même si les combats sont plus dangereux que jamais, ils sont aussi, à certains égards, devenus plus confortables que jamais. Il fait chaud dans notre abri, nous avons de quoi manger, l'électricité et une connexion Wi-Fi stable. Pendant notre temps libre, nous pouvons regarder des films, lire des livres et appeler nos familles. Mais surtout, nous pouvons rattraper notre sommeil. Ces jours-ci, Igor, notre caméraman, fête son anniversaire. Nous lui souhaitons une bonne santé. Aujourd'hui, c'est notre 10e jour de déploiement et je trouve qu'on s'est bien habitué à notre routine. Le plus dur pour moi, c'est l'absence de douche. Mais on a trouvé une solution de rechange, une douche sèche. On peut la prendre en marchant. C'est aussi assez difficile de voir toutes nos provisions disparaître petit à petit. L'eau, la nourriture, l'essence. C'est pour ça qu'on fait des allers-retours dans le village pour en emprunter aux unités voisines. Il n'y a personne, on ne trouve personne. C'est complètement vide. Au cours d'une de ces promenades, nous sommes tombés sur des soldats russes, morts. À côté d'eux, un autre drapeau russe. Déjà légèrement brûlé. Je me demande combien de corps sont éparpillés dans ce village juste pour hisser un drapeau. Mais après un certain temps, la disette prend fin. Nos précédentes trouvailles, datant de l'URSS, vont être renvoyées là où elles doivent être, dans la maison pleine de soldats russes. Comme le chantent les Smiths, certaines bombes sont plus grosses que d'autres. Celle-ci est la plus grosse que nous ayons. La qualité soviétique. La qualité soviétique. Sur cette note positive, il est temps de faire les valises. Ce soir, après 11 jours, nous sommes relevés par l'autre équipe. Viens ici, Rex.